Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Vous êtes ici dans la 7e vidéo du cursus axé sur le rendu dans Blender. Et dans cette vidéo, on va continuer de parler du système nodal du moteur de rendu Cycles de Blender. Et plus particulièrement, on va se concentrer sur les nœuds de sortie, les output nodes de ce système nodal. Je suis ici dans Blender et j'ai laissé le splash screen allumé par défaut devant, donc c'est la petite image que vous voyez ici, tout simplement pour vous préciser que j'utilise la version 2.79 de Blender, qui à l'heure où je fais cette vidéo n'est pas encore une version stable sortie, parce que c'est la Release Candidate 2, donc c'est la RC2. Les Release Candidates, ce sont des versions qui sont disponibles. Elle est annoncée comme pas étant totalement stable, mais juste après, là dans quelques jours, sûrement, ça doit être une histoire de jours, peut-être d'une semaine, il y a la version stable qui va sortir. Et en fait, ces versions-là sont à disposition pour que les gens puissent les télécharger. Elles sont dites comme ayant de minimes bugs en fait, mais majoritairement stables. Et c'est pour que les gens puissent les télécharger, les tester, faire les reports des derniers petits bugs qu'il faudrait fixer pour aider la fondation à les réparer, avant de sortir une version stable du coup. Normalement, j'utilise pas ce genre de versions qui sont pas 100% stable, déjà pour éviter des crashs pendant l'enregistrement, ou parce que des fois il y a des changements que j'ai pas encore trop testé dessus, et donc j'ai pas envie de faire un tutoriel sur un logiciel que je maîtrise pas à 100% non plus, même si je maîtriserai jamais Blender à 100%, il y a trop de choses, mais bon. Là, la raison pour laquelle je l'utilise cette fois-ci, c'est parce que je suis en plein dans le cursus sur le système nodal, et j'ai, dans la vidéo précédente, parlé des shader nodes. Et il se trouve que dans cette nouvelle version 2.79, il y a un nouveau shader node qui est apparu dans la liste, et donc que je n'ai pas couvert dans la vidéo précédente. Et donc j'aimerais faire un tout petit détour par ça avant de commencer sur les output nodes, de manière à ce que vous soyez à jour. Sinon, je vous conseille vivement d'aller télécharger cette version dès qu'elle sera stable, donc dans probablement quelques jours, et d'aller regarder aussi donc ce nouveau splash screen ici sort de Agent 327, et donc c'est un court métrage qui en fait est une bande d'annonce pour un probable long métrage que la Blender Foundation aimerait mettre en place, et donc c'est assez sympa. C'est adapté d'une bande dessinée que je connaissais pas, mais c'est assez bien fait. Voilà, sans plus tarder, on va s'y mettre. Donc je clique à côté, je vais venir agrandir la timeline parce que j'ai pas vraiment besoin de timeline et que je vais changer son type de cette fenêtre en allant dans le menu déroulant ici, et je vais venir sélectionner le Node Editor. Comme ça, et bien voilà, maintenant j'ai mon système nodal qui est lié à mon cube ici parce qu'il est sélectionné, donc voilà, ça c'est le système nodal de mon cube. Donc si vous avez suivi les tutoriels jusqu'à la vidéo précédente, vous voyez qu'on a deux nœuds, vous les connaissez, le diffuse normalement vous le connaissez, le output non parce que c'est le sujet de cette vidéo normalement, donc on va le laisser à part pour l'instant. Je vais juste sélectionner celui-là et le supprimer, et je vais venir faire un Shift A et vous parler dans les shaders du nouveau shader ici qui s'appelle Principled BSDF. Et ce nœud-là, le Principled BSDF, est comme en fait un super nœud. Normalement dans une vidéo un peu plus tard, je devrais vous parler des groupes de nœuds, et on est capable de faire des arbres très complexes de plusieurs nœuds. Une fois que je vous aurai parlé de ça, je vous montrerai comment les grouper pour en faire un seul nœud, et donc dans l'affichage avoir une simplification de l'affichage entre guillemets, et puis on peut toujours revenir dans le nœud et réafficher l'arbre qui constitue ce nœud là, et faire nos modifications, puis en ressortir. Bref, c'est pratique, mais c'est un tout petit peu plus avancé, c'est dans quelques vidéos qu'on voit ça. Et celui-ci, on peut le considérer comme un groupe de nœuds, sauf qu'on ne peut pas rentrer dedans et voir l'arbre qu'il constitue. C'est juste un groupe de nœuds qui est en un seul nœud donné comme ça, comme un nœud de base. Pourquoi est-ce que je dis que celui-ci, on peut le considérer peut-être comme un de ces arbres, enfin un de ces groupes de nœuds? C'est parce qu'en fait, il a été donc récupéré d'un grand studio, j'ai oublié si c'était Disney, Pixar ou lequel en fait, mais en gros, il est basé sur leur système de matériaux à eux, et je pense que c'est Pixar, mais je suis pas entièrement sûr de ce que je suis en train de dire maintenant, donc prenez pas ça pour argent comptant. Et en gros, ça reprend leur manière de faire leur nœud, et même si on se dit que Pixar, c'est pour les dessins animés, hein, c'est Toy Story, les choses comme ça, même s'ils font pas des matériaux qui sont physiquement corrects, eh bien ils se basent sur des algorithmes, enfin même sur des valeurs
physiquement concrètes en fait, propres à chaque matériau, d'objets dans la vie réelle, pour faire leurs matériaux. Et donc normalement tout le discours que je suis en train de faire à peu près ici est censé être réservé pour une vidéo sur le PBR, sur le Physically Based Rendering, donc le rendu basé sur des notions physiques. Ce tuto viendra dans quelques vidéos dans la série. Néanmoins, je suis un peu obligé d'en parler maintenant parce que donc ce nœud-là est censé nous aider à faire ces genres de matériaux physiquement corrects. Parce que même si on veut pas faire quelque chose de photoréaliste dans notre rendu, même si on veut faire un rendu un peu stylisé, style, je sais pas, Toy Story comme je disais tout à l'heure, on est obligé de se baser sur des choses physiquement correctes parce que, enfin on est obligé comme on veut, mais si on le fait ça à la mano dans notre coin, il se peut que le bout de métal cuivré que vous avez dans votre pièce là, peut-être dans une chambre, donc c'est une pièce intérieure avec un éclairage tel que vous l'avez mis en place dans votre chambre, eh bien ça ressemble à du cuivre dans votre scène, mais si vous changez l'éclairage et que en fait c'est pas dans une maison mais que ce bout de métal vous le transportez et vous le mettez dans le jardin, eh bien ça ressemble plus du tout à du cuivre parce que les propriétés de son matériau fonctionnaient bien pour rendre du cuivre à l'intérieur de la maison, mais une fois à l'extérieur, l'éclairage change et puis comme il est basé sur juste vous l'avez fait à la main dans votre coin, et ça ressemblera plus à du cuivre. Alors que si on se base, lorsqu'on crée son matériau, même si c'est vous le faites, mais vous créez votre matériau en vous basant sur les propriétés physiques concrètes du cuivre dans la vie réelle, vous pouvez ensuite peut-être venir toucher un peu la couleur pour la modifier comme vous le voulez, mais pour styliser un peu le truc, mais les propriétés propres à ce matériau-là resteront celles du cuivre, et donc le matériau réagira comme du cuivre réagirait, quel que soit le type d'éclairage qu'il y a. Bref, ça a plein d'avantages. Je referai tout ce baratin lorsque je parlerai de ma vidéo sur le rendu physiquement correct, le PBR. Mais en gros, ce matériau-là est censé avoir en interne, à l'intérieur de lui, tout plein de nœuds qui permettent de prendre en compte les différents effets de la vie réelle, comme l'effet Fresnel par exemple. Donc vous ferez des recherches si vous voulez en apprendre plus sur le Fresnel, sinon je vous en parlerai plus tard dans ma vidéo PBR. Et tous ces genres de petits calculs et d'effets qui sont là normalement, qu'il faudrait mettre en place et implémenter pour avoir un matériau PBR, eh bien ils ont déjà été mis en place dans ce super méga shader qui est ici. Et donc après on peut venir régler tous les différents paramètres. Alors vous avez déjà le Multiscatter GGX, vous le reconnaissez si vous avez suivi ma vidéo précédente pour le calcul des réflexions. Et donc ça ce sont les différents types de calculs qu'il y a. J'en ai déjà parlé avant. Ici vous avez une entrée pour la couleur de base. Ici vous avez une entrée pour le stop surface, j'en ai déjà parlé aussi. Donc le meilleur exemple, c'est lorsque vous mettez une lumière derrière votre main et que vous voyez pas en transparence, mais que vous voyez en translucence le sang et le rouge en fait à travers la peau ou à travers, je sais pas moi, du miel ou une pomme ou du fromage par exemple. Ça c'est le subsurface, le SSS. Ici vous avez le subsurface radius. Là encore, je vous ai parlé des différentes channels, là, le rouge, vert et le bleu, pour gérer en profondeur à quel niveau on change de couleur. Ça, c'est la couleur de base que prend votre subsurface. Donc, ces trois entrées-là gèrent le SSS. Vous n'êtes pas obligé d'y toucher si vous ne voulez pas de SSS sur votre objet. Ensuite, vous avez le metallic et le specular qui sont deux différents types de manières. En fait, il y a deux grande famille pour faire du PBR, et donc suivant ce que vous utilisez comme technique pour faire votre PBR, vous allez utiliser l'un ou l'autre. Ici vous allez encore avoir la teinte de votre spéculaire, le roughness, vous connaissez très bien cette valeur si vous avez suivi ma vidéo précédente. L'anisotropie, j'en ai parlé aussi avec l'anisotropic shader, et ici c'est la rotation de votre anisotropie. Le sheen, alors très bonne question. Pourquoi j'ai pas pris de notes? Le sheen, c'est quoi? Le sheen, je me renseignerai, je vous en parlerai dès que je ferai ma vidéo sur le PBR. Là, j'ai oublié pour le sheen. Le sheen tint, ça sera la teinte de votre sheen, mais je sais toujours pas ce que c'est que le sheen. Le clear coat, c'est lorsque vous avez tout votre matériau qui a été fait, et par-dessus, en fait, tout à la fin, le matériau vient rajouter une couche, comme une couche de vernis par-dessus, et donc un peu de réflexion supplémentaire qui vient par-dessus
tout le matériau que vous avez fait. Donc c'est comme si tout à la fin, juste avant l'output, juste ici, pouf, on venait brancher un truc où on disait, en fait, par-dessus tout ce qui a été fait avant, je viens faire une couche de surbrillance. Voilà. Le roughness du clear coat, parce que je vous parle de réflexion avec le clear coat comme du vernis, je vous ai dit, donc il y a un roughness pour ça aussi. L'indice de réfraction de votre objet, et la transmission, c'est si votre objet est transparent ou pas, ou si, c'est en lien avec l'indice de réfraction, mais là pour l'instant, il ne laisse pas de rayons de lumière qui viendraient être en transmission, donc traverser en fait l'objet, la matière. Mais si vous voulez en mettre dessus, c'est comme si vous rendez votre objet transparent entre guillemets. Et ensuite, les normales du clear coat, donc les normales de votre clear coat, je vous l'ai expliqué juste avant, et la tangente de votre shader, enfin de votre objet. Voilà. Donc ça c'était juste pour être au point par rapport au shader nodes dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Et celui-là, bien sûr, sera revu lorsqu'on fera le tuto sur les nœuds physiques, enfin, pas les nœuds, mais sur le PBR. Voilà, je ne vais pas allonger trop non plus la vidéo, donc je supprime celui-ci, et on va partir sur les Material Outputs, enfin sur les Output Nodes. Donc Output, c'est sortie, bien sûr, et Material, donc ce sont les sorties du matériel. En fait, si je fais le Shift A et qu'on va sur les outputs qui sont ici, on a deux outputs qui sont là. Et j'en ai parlé vite fait dans la vidéo précédente parce que je vous ai montré le shader ici qui était le world shader, je sais plus, le background shader, mais il n'est pas là-dedans, je ne le vois pas. Donc si, le background shader, donc je vous l'ai montré mais en passant dans le world, dans les propriétés du monde. Et lorsque vous êtes dans les propriétés du monde, donc plus de mon objet, je ne m'occupe plus de l'objet ici, je m'occupe du monde, voilà, ici. L'environnement, et donc si je fais un Shift A ici, dans les shaders, normalement je vais avoir un background shader qui est normalement trop grisé pour que vous puissiez le voir peut-être à l'enregistrement, mais bon, il y a marqué background ici, il n'est pas possiblement, je ne peux pas le sélectionner parce que ici dans les propriétés de mon monde, je n'ai pas use nodes, donc si j'utilise mes nœuds, là voilà, là j'ai un background shader qui existe parce que je suis dans les nœuds de mon monde, et en plus avec le background shader, je vais avoir un troisième nœud de sortie qui s'appelle le World Output. Et donc si je vais dans Output ici, je vais avoir World Output. C'est une sortie qui n'existe pas lorsqu'on parle juste des objets et que je fais mon Shift A ici et Output, je n'ai pas le World Output. Donc on va commencer dans l'ordre, on va déjà parler du Material Output qui est celui de base que vous avez sur tous vos objets lorsque vous créez un matériau par défaut dessus. Et donc lui, il a 3 entrées et aucune sortie parce que c'est déjà le dernier nœud possible dans votre arborescence. Si ce nœud n'existe pas sur votre matériel, votre objet sera juste complètement noir, sans aucun ombrage, sans rien ne sera calculé dessus, il sera juste purement noir, purement et simplement noir. Donc il faut ce matériel parce que c'est celui-ci qui va dire à Blender comment est-ce que, qui va prendre en compte tout l'arbre que vous aurez fait avant de tous les nœuds en fait. Voilà. Et donc si vous avez n'importe quel type de shader que vous aurez fait précédemment, la première entrée qui s'appelle surface va attendre un shader node qui sera plugué, qui sera attaché à cette entrée. Parce que l'entrée est verte, donc le vert c'est pour du shader. Et donc la deuxième est aussi une entrée de shader, parce qu'elle est aussi verte, donc c'est le volume, et elle ne prend que 3 types de shaders en compte, ce sont les volume scatter, volume absorption et et emission. Donc c'est plutôt pour tout ce qui est feu, fumée, flamme, tout ça, donc lorsqu'on fera les FX dans les effets spéciaux dans Blender, on utilisera celui-là pour pouvoir visionner et faire les rendus de fumée, de volutes de fumée ou de flammes. Et donc on utilisera ce volume output avec donc seulement les 3 types de nœuds qui peuvent être pris à l'intérieur de cet output. Ce sont donc, je le répète, les volume scatter, volume absorption et l'émission. Et donc tous les autres shaders, et même les 3 que je viens de citer, peuvent aussi être pris en compte dans le surface parce que celui-là prend tous les types de shaders possibles et imaginables. Tant que c'est un shader, donc tant que c'est dans Shift A shader, tout ça là, peut être pris en compte dans surface. Et le troisième qui est ici, c'est le displacement. Et donc c'est une entrée grise, et donc ça attend des valeurs noires ou blanches, ou tout type de niveau de gris. Et de base, le displacement va... Alors le nom est un peu faux parce que par défaut, en fait, ça va plutôt considérer ça comme une bump map.
Alors, je sais bien qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas ce que c'est qu'une bump map. C'est en gros une texture qui va être appliquée sur votre objet et qui va permettre de dire à Blender que les endroits de cette image qui sont noirs vont être creusés, vont faire des trous à l'intérieur. Plus c'est noir et plus ça va faire un trou dans votre objet, et plus c'est blanc, plus la couleur de votre texture ressemble à du blanc, plus on va avoir comme des pics ou des pics. Si c'est juste un point, ça va faire un pic qui ressort et qui sortira de la surface. Mais ça va pas être réellement appliqué sur votre objet va pas changer de forme. C'est juste qu'au rendu, Blender va faire en sorte que les endroits de la texture qui sont noirs seront plus rentrés à l'intérieur, et les endroits qui sont blancs vont plus ressortir. Vous allez comprendre, je vais vous faire un exemple dans pas longtemps. Et donc les zones de votre texture qui seront uniformément grises, donc grises à 0,5%, à 50%, eh bien resteront plates. Ça c'est un bump map, et c'est comme ça qu'on fait le bump. Le displacement, c'est la même chose, sauf que ça va physiquement, réellement changer la géométrie de votre objet au rendu. Donc de base, lorsque vous branchez une texture ici, là-dedans, qui soit noire et blanche, alors déjà on va essayer de faire un exemple. Je vais venir ici mettre un nœud de diffusion, voilà, un nœud diffus ici. Donc là, si je fais CTRL B et que là je fais Shift Z, pardon, je peux faire un rendu, très bien, j'ai mon cube qui est ici. Et lorsque je vais venir brancher, alors une texture, il va y avoir une vidéo sur les textures dans pas longtemps, mais lorsque je vais mettre par exemple, on va dire un Voronoi texture qui est là, et que je sors, on va dire le facteur qui est là-dedans, voilà, on a l'impression que notre cube a été morcelé ici, sauf qu'en vrai, si j'enlève le Shift Z, mon cube il est totalement plat. C'est juste qu'on a une texture qui est ici. Si je fais CTRL SHIFT clic là-dedans, je peux voir à quoi ressemble cette texture. C'est une texture en noir et blanc, donc juste des valeurs de gris. Et donc aux endroits où c'est blanc, on a l'impression, lorsque je remets bien ici là-dedans, lorsque c'est blanc, on a l'impression que c'est un pincement qui ressort, mais lorsque c'est noir, donc à l'intérieur des cellules, on a l'impression que c'est plutôt creusé. Voilà. Et donc il n'y a pas vraiment de lumière parce qu'il y a juste ma lampe qui est ici à l'extérieur, elle est dans cette direction, il n'y a pas vraiment de lumière qui tape de ce côté-là, mais donc on voit rien, mais juste à l'endroit où la lumière est là. Mais si je tourne, si je sélectionne mon cube et que le RZ, si je le tourne sur l'axe Z, voilà, dès qu'une face est éclairée par la lumière, on voit la texture qui s'applique et le calcul qui est fait. Voilà, clic droit, comme ça revient à son état initial. Donc ça c'est juste une manière de faker, tromper en fait l'utilisateur, enfin le regard dans le rendu final, pour se dire ok, j'utilise une texture pour rajouter du détail sur mon objet, du détail de hauteur ou de si ça a été creusé ou si ça a été extrudé en fait sur la surface de mon objet, mais pas sur des extrusions trop grandes en fait, c'est sur quelque chose de plutôt proche de la surface, donc peut-être des pores de peau ou des rides ou des choses comme ça, ça peut aider. Voilà, mais alors j'aimerais faire une petite distinction, parce que ça c'est le displacement de base tel qu'il est fait, mais il y a depuis, je sais plus, c'est la version 2.77 je pense, enfin j'en sais rien, mais ça fait 2-3 versions, qu'il y a une manière d'utiliser ce displacement tel du vrai displacement. Ça veut dire que là on va vraiment altérer la géométrie de notre objet pour avoir le même résultat que tout à l'heure, mais en mieux, vous allez voir. Enfin en mieux, ça dépend de votre situation. Mais c'est une version c'est une option qui est expérimentale pour l'instant. Et pour que ça fonctionne, il va falloir rentrer dans les paramètres ici de la scène et venir dire que les feature sets, donc les paramètres le set de paramètres qu'il y a dans Blender ici, pour l'instant c'est tout ce qui est supporté par Blender, mais si on utilise le menu déroulant, on peut aussi le mettre sur expérimental. Et il y a un gros attention ici qui est là, c'est même pas dû au fait que ici je suis sur la version 2.79, c'est dû au fait que maintenant que j'ai fait ça, il y a certaines options qui ont été rajoutées dans tous les paramètres de Blender, mais qui sont encore en développement, qui sont plutôt stables, qu'on peut utiliser, mais attention, ça risque de faire crasher Blender, ou ça risque de faire des bugs ou comme ça. Mais bon, là c'est assez stable pour que je puisse vous montrer. Vous pouvez peut-être l'utiliser pour des cas simples, comme je vais le faire ici. Si vous allez dans une scène trop complexe, soyez juste prudent et dites-vous que ça risquerait de planter. Et puis, je vous le montre maintenant parce que c'est dans le but de ce tutoriel et on regarde le matériel output, mais dans quelques versions, peut-être la prochaine, ce sera
peut-être plus en expérimental et ce sera par défaut dans Blender et vous saurez l'utiliser parce que ça risque pas trop de changer la manière dont on s'en sert. Voilà, donc expérimental, maintenant que j'ai fait ça, je peux revenir, donc j'ai mon cube de sélectionner, dans les propriétés, dans les matériaux de mon objet qui sont ici, et ça je vous dis, le panneau de matériaux qui est ici, tout ce qui est là-dedans, tous les boutons qui sont là-dedans, sont liés, en fait sont une autre manière de représenter le node editor qui est là. Voilà, et ça c'est sous forme d'arbre nodal, et ici c'est sous forme de, vous voyez, là on a une surface qui est un diffuse BSDF, on a un displacement qui a été plugué là-dedans, donc c'est le Voronoi texture, donc c'est le Voronoi texture qui était planqué dans le displacement, et là donc Voronoi texture ça fait partie du displacement. Pareil, voilà, donc là c'est dans surface, on a eu la surface, on a eu diffuse BSDF, ok, c'est notre manière de voir cette fenêtre ici. Nous ce qui nous intéresse c'est pas tout ce qu'on a là, nous c'est clair pour nous de le voir ici. On va aller dans les paramètres, donc dans les settings qui sont là, et on va fermer celui-là parce qu'il me distrait. Et normalement, si vous n'avez pas activé les expérimentales ici, vous ne devriez pas avoir le displacement de points et ce menu déroulant. Or là, on a activé les paramètres expérimentaux, donc on peut avoir accès à ce menu déroulant qui a 3 trucs. Pour l'instant, on est sur Bump, et je vous ai dit que le traitement de ce displacement, de cette sortie de displacement, était par défaut un traitement de bump. Donc ça donne l'illusion qu'on a ce genre de relief sur notre face. Or, ça fait rien de plus. Mais on peut le changer sur True ou sur Both. Et si on le fait sur True, on aura du vrai displacement. Et là, ça modifie, ça prend les sommets de notre objet et ça les déplace vraiment en vrai pour créer le relief donné par la texture que l'on a branchée à l'intérieur. Mais alors pour ça, je viens de vous le dire, ça modifie la géométrie de notre objet. Or, la géométrie de notre objet, si je fais en mode édition, eh ben, c'est 8 pauvres sommets, donc il n'y a pas grand chose à déplacer. Donc si on veut vraiment voir la complexité de la texture que je vous ai montré tout à l'heure, il va falloir qu'on ait beaucoup plus de géométrie avec laquelle travailler. Donc on va faire W ici, et on va venir faire Subdivide. Et dans les propriétés ici du menu T, on va augmenter le nombre de subdivisions, et on va dire que, oups, si je clique, je ne peux pas cliquer dedans. Alors j'ai l'impression que ça bug un peu. Blender ne répond pas. Ah voilà. Et je vais venir mettre, du coup je vais faire attention, je vais mettre 15. Donc voilà, j'ai un peu de résolution, j'espère qu'on verra. Attendez, je vais peut-être aller un peu plus haut, je vais peut-être mettre 30, ça a l'air de réagir un peu mieux. Voilà, donc on va faire ça comme ça. J'espère qu'il y aura assez pour que vous puissiez voir au moins un truc de base. Et maintenant, si on va ici dans le bump et qu'on met sur True, donc on va faire du vrai displacement qui est là, je vais pouvoir faire Shift Z. Et maintenant, vous voyez que, bon, alors la résolution n'est pas géniale parce que du coup, on dirait que ça pixelise un peu, du fait que j'ai pas mis trop de sommets non plus, et pourtant il y en a beaucoup déjà, vous avez vu, le cube était quand même bien rempli de sommets, mais là on commence à voir le pattern, enfin voir la texture que j'ai branchée ici dans le displacement. Et la différence qu'on a entre True et Bump, donc si je vais sur Bump, alors là ça change un peu, il va falloir que je fasse Shift Z, voilà. Maintenant, il va falloir que vous notiez bien parce qu'en fait le rafraîchissement a l'air de bugger un peu, c'est pas encore définitif, mais bon, ça se rafraîchit pas non plus automatiquement trop bien là-dedans. Mais là, on est sur le bump, donc on est sur la manière où on triche en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est le relief. Si vous notez bien, on a du relief sur nos faces, mais si vous regardez les arêtes, elles sont encore parfaitement droites et lisses. Donc on sait qu'on a un cube qui n'a pas été... on n'a pas vraiment de transformation de géométrie qui se font là-dessus. On a juste comme un trompe-l'œil qui se fait sur chaque face. Si par contre, donc j'enlève le Shift Z, je me remets sur vrai, sur True, et je fais un Shift Z encore une fois, là, vous voyez que cette arête-là, maintenant, est déformée, et qu'elle prend en compte notre texture dans la déformation. Et c'est vraiment les sommets de mon objet qui sont déplacés en 3D dans l'espace. Voilà. Et donc, comme vous l'aurez noté, si je fais Shift Z, en mode édition, j'ai déjà pas mal de sommets là-dedans, et pour être exact, j'en ai 5769, 768, je sais pas d'où est sorti le 9, et donc ça fait déjà beaucoup de sommets juste pour un pauvre petit cube en plein milieu là. Et malgré le nombre de sommets que j'ai là-dedans, quand je fais Shift Z, j'ai encore une résolution qui laisse à désirer parce que elle est un peu crénelée ici, même si je venais ici pour faire un smooth shading, bon ça va un peu mieux, ça pourrait passer même, mais
mais bon, on pourrait avoir une meilleure qualité, et surtout on est en train d'utiliser beaucoup de géométrie, et on se dirait avec toutes les géométries qu'on a utilisées, on aimerait avoir quelque chose de meilleur. Et donc on peut avoir la possibilité ici de faire non pas true, mais both, et donc both c'est l'anglais pour les deux, et on pourra utiliser une combinaison des deux systèmes qui sont ici, qui nous permettrait avec both, et normalement si je fais un Shift Z, même si je reviens sur du flat shaded, alors on voit, c'est encore crénelé, mais on voit une nette différence, j'espère que vous la voyez, en tout cas lorsque je me remets en smooth, on voit une nette différence avec tout à l'heure, du fait que eh bien, Blender utilise les deux systèmes pour à la fois afficher ce sorte de trompe-l'œil et en même temps déplacer les sommets pour obtenir quelque chose qui conviendrait. Alors on peut avoir un résultat très net comme celui-ci sans avoir à augmenter drastiquement la géométrie qui est en dessous. Imaginez si j'étais sur True, pour avoir une telle précision en fait dans l'affichage, il faudrait que j'augmente la géométrie de mon cube énormément. Et là, au moins, j'arrive à avoir quelque chose de convenable, un bon mélange des deux, avec un compromis en termes de subdivision de ma géométrie et en termes de résultat final. Voilà. Et donc, avec ça, je viens de finir sur le Material Output. Donc, je vais Shift Z, je vais arrêter celui-ci. Je vais débrancher ça, remettre ça sur Flat. Et je vais passer à un autre type d'output. Mais la vidéo va très vite se finir maintenant, j'ai fait le plus gros. Donc on va supprimer ce diffuse encore une fois, et on va supprimer même le material output. Maintenant je vais faire un shift A et je vais aller sur output, et maintenant le deuxième c'est le lamp output qui est là. Le lamp output, il est essentiellement utilisé pour les lampes, donc si je dézoome un peu ici et que je viens sélectionner ma lampe, je vois aucun nœud, mais si je vais cliquer sur use nodes en bas à gauche, ici, voilà en haut, j'ai tout simplement mes lampes, toutes les lampes dans Blender, quel que soit son type, Sun, Spot, Hemi, Area, tous les 5 types de lampes qui sont ici utilisent le même type de nœud, et donc c'est un lamp output pour récupérer la sortie, et un nœud d'émission. Donc bien sûr, ce lamp output accepte seulement le shader d'émission qui est là-dedans. Rien d'autre à dire sur le lamp output, ça veut dire que sur mon cube, je peux sélectionner mon lamp output ici, et je peux y mettre un shader, shader emission shader qui est ici, et ce sera bien pris en compte. Hop, Shift Z, voilà, j'ai mon cube qui émet de la lumière. Très bien. Donc Shift Z, ça fonctionne. Et le dernier output dont je ne vous ai pas parlé, c'est celui que l'on trouve dans le monde, et qui est le World Output. Et ce World Output a deux entrées, qui sont deux entrées de shader. La première, surface, donc c'est comme l'autre, devrait normalement pouvoir fonctionner avec n'importe quel type de shader, j'imagine. Et pareil, volume fonctionnera avec les trois que je vous ai cités en début de vidéo, le volume scatter, le volume absorption et le emission, pas le volume emission, juste emission. Mais en vrai, ça attend d'avoir un background shader qui a vraiment été fait pour être plugué dans ce world output. C'est vraiment, imaginez ça comme, en gros, ce world output va représenter une sorte d'immense sphère tout autour de votre scène dans laquelle on se situe, on est à l'intérieur de cette sphère, et en fait tout ce que vous avez plugué et branché là-dedans, c'est comme si ça va être projeté comme un... Je sais pas ce que j'allais dire, mais bon, ça va être projeté sur la surface de la sphère et donc créer votre monde qui vous entoure. C'est le système, c'est le principe d'utiliser des images HDR, dont je parlerai aussi lorsque je ferai de l'éclairage qui va venir bientôt dans les prochaines vidéos. Il va y avoir beaucoup de vidéos dans ce cursus sur le rendu, mais donc voilà, je couvrirai tout. Ok, et donc utiliser le background pour le surface, et donc le volume, je répète encore une fois, le volume scatter, volume absorption ou le emission shader. Voilà, c'est à peu près tout. Donc cette vidéo est plus longue que ce que j'avais imaginé. Je me suis encore emporté un peu dans tous les trucs, mais j'espère que vous avez bien compris, que c'est toujours aussi clair que ce que vous me dites en commentaire. Et donc je vous retrouve très vite pour la suite. À bientôt. Ciao.